Να καλωσορίσω καταρχήν τον Βινσέντ Μπερνάρ, που είναι ο άνθρωπος που ηγείται της Τίμα Αγκρο σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει, και ας μην το ξέρουμε όλοι τόσο καλά προσωπικά, πολύ την εξέλιξη, την ποιοτική εξέλιξη του λιπάσματος στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει την Ελλάδα και έχει φροντίσει ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος που έχει τιμήσει την Ελλάδα, γιατί έχει ένα ωραίο σπίτι, από ό,τι μου λένε, στην Ήπειρο, το οποίο επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια, αλλά προηγουμένως θα παρακαλούσα τους τεχνικούς μας να μας δώσουν ένα βίντεο στο οποίο κάποιοι άνθρωποι που είναι γνώστες, πολύ βαθύτεροι γνώστες της διεθνούς αγοράς των εμπορευμάτων, να μας δώσουν εκείνη μια εικόνα για το πώς βλέπουν τα πράγματα σε όλο τον κόσμο, στα προϊόντα που κυρίως μας ενδιαφέρουν και πώς εμείς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά. Παρακαλώ το βίντεο. Bonjour Jean-Loïc, bonjour Xavier, merci d'avoir accepté notre invitation à participer au premier Tima Culture Forum. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis sûr que votre grande expertise nous apportera des informations très intéressantes. Et alors, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous voyez sur le marché du blé et quelles sont les perspectives. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc Xavier Casdan, Crédit Agricole SA, au sein de une direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et effectivement, je m'occupe des filières grandes cultures. Et ce que je vous propose, c'est de faire un rapide point sur le marché des céréales, sachant que vous l'avez bien compris, on est dans un contexte un peu compliqué et surtout dans un contexte où les prix et la volatilité des prix est particulièrement forte déjà depuis un certain temps. Et justement, il faut revenir un tout petit peu en arrière avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine pour rappeler que pour les principales matières premières agricoles à l'échelle mondiale, quand on regarde la situation du blé que vous avez en bâtonnet vert, à travers la notion d'excédent ou de déficit de production, eh bien concernant le blé, depuis 3 ans, on est effectivement sur une production mondiale plutôt excédentaire, mais avec une baisse assez significative de la production et qui, déjà depuis la campagne 2020-2021, ce qui explique déjà, avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, que les marchés des céréales étaient particulièrement tendus. Et ça s'explique aussi, et ça vient renforcer un autre problème, entre guillemets, sur le marché des céréales à l'échelle mondiale et notamment sur le blé, ce sont les poids des stocks auprès des principaux pays qui exportent du blé, avec, quand on retire les stocks chinois, une situation des stocks qui est également particulièrement basse et donc une situation qui tend encore un petit peu plus les marchés. Et en même temps, quand on regarde le graphique en haut à droite, on constate que déjà depuis une vingtaine d'années, les échanges mondiaux de céréales et en particulier de blé n'ont cessé d'augmenter parce que de plus en plus de pays sont particulièrement dépendants des importations pour faire face à l'augmentation de leur population. Ça concerne les pays de l'Asie, ça concerne surtout les pays d'Afrique, l'Afrique du Nord et les pays du Moyen-Orient. Donc, vous l'avez bien compris, avant le conflit, une situation déjà tendue, avec déjà des prix particulièrement élevés, un marché d'exportation, d'échange particulièrement soutenu, déjà depuis pas mal de temps, et donc une offre un petit peu à géométrie variable en fonction des conditions de production et du climat sur le marché. Alors quand on regarde plus précisément la traduction en termes de prix, et d'autant plus depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire au mois de février, quand on regarde les cotations du prix du blé rendu Rouen, donc en France,
eh bien, depuis février, et sur cette campagne 2021-2022, les prix ont fait un bond phénoménal. On est aujourd'hui autour de 430 € au 19 mai, donc ce qui est encore une fois un prix complètement inédit. On n'a jamais vu ça précédemment, même en 2007, 2008 et même en 2011, 2012, on était sur des prix bien inférieurs. Et si on regarde la situation sur le blé dur, quand on regarde également l'évolution des prix, toujours en pointillé rouge sur la campagne 2021-2022, la campagne en cours, et bien là aussi, on atteint des niveaux qu'on n'avait jamais vus les années précédentes. Donc, des prix qui traduisent encore une fois une forte tension sur les marchés et qui se sont amplifiés, bien entendu, en termes de hausse depuis le conflit avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais comme nous sommes aussi à la veille de futures récoltes, les récoltes 2022, eh bien, il y a un autre élément qui est intégré et qui est intégré donc par les opérateurs du marché, c'est ce qu'on appelle le weather market, c'est-à-dire la situation climatique sur les différents bassins de production à l'échelle mondiale. Et là, on n'a pas forcément de très bonnes informations justement sur cette future récolte. On va y revenir un petit peu après. Donc des prix élevés et on pourrait penser, quand on regarde les cotations sur Euronext, sur les échéances à moyen terme, septembre 2022, décembre 2022 ou septembre 2023, quand on regarde le niveau de prix de ces échéances-là, eh bien là aussi, force est de constater qu'on est également sur des niveaux particulièrement élevés qu'on n'a jamais vus. Et depuis le conflit, ces niveaux de prix ne cessent d'augmenter ce qui traduit encore une fois une fébrilité en fait sur le marché des commodities agricoles et d'autant plus avant une future récolte sur la partie hémisphère nord. Et ça vient aussi s'amplifier par la présence en fait des fonds spéculatifs sur les marchés financiers, sur Euronext, Jean-Louis qui reviendra après. Mais sur Euronext, on voit la situation de la position des fonds spéculatifs sur le marché, et en l'occurrence sur le blé. Ils sont particulièrement présents et ils sont en plus en position nette acheteuse, ce qui veut dire que probablement pour eux, ils estiment que les prix pourraient encore monter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au regard, encore une fois, de l'analyse qu'on vient d'évoquer tout précédemment. Alors, ces fonds spéculatifs qui sont présents de façon très importante, notamment sur ces positions nettes acheteuses à comparer aux précédentes années, eh bien, vient amplifier le phénomène de prix et de temps en temps, ces fonds spéculatifs sortent pour tirer quelques bénéfices et ce qui peut de temps en temps se traduire par des baisses de prix qu'on a vécu déjà depuis, bien entendu, le début du conflit, mais ces fonds étaient également présents avant le conflit parce que, avec la pandémie, le marché des commodities agricoles est devenu en fait une valeur refuge concernant ces différents fonds. Donc, ça vient en fait amplifier les phénomènes de prix. Alors, en termes de perspective concernant le blé sur la future récolte 2022, eh bien, des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, même si c'est un petit peu délicat d'en parler, en fait, ce sont les conditions excellentes de culture concernant la Russie, qui, en plus d'avoir eu la possibilité d'augmenter ses surfaces en matière de blé, notamment de blé de printemps, eh bien, les conditions sont excellentes. Vraiment un hiver idéal, des apports de pluie au bon moment et donc pour le moment un état végétatif excellent et on s'attend effectivement, si ça va bien d'ici la récolte, à ce que la récolte soit particulièrement bonne. J'y reviens un tout petit peu après. Et puis il y a des mauvaises nouvelles entre guillemets. Je vais commencer par celles qui datent déjà depuis pas mal de temps. Ce sont les conditions de production du blé d'hiver aux États-Unis, où la sécheresse est particulièrement importante, a été particulièrement importante au moment et à la sortie de l'hiver, ce qui fait que les cultures n'ont pas pu évoluer favorablement. On considère aujourd'hui qu'il n'y aurait que 27% des cultures, des surfaces qui seraient bonnes à très bonnes, ce qui veut dire que c'est vraiment un niveau extrêmement bas. Et ça vient alimenter bien entendu aussi les prix, parce que c'est potentiellement une non-présence
en quantité, en volume, bien entendu, mais aussi probablement en qualité, des États-Unis sur cette future récolte 2022. Et puis là, l'autre nouvelle qui est pas très très bonne et qui devient de plus en plus inquiétante, c'est ce qui se passe au niveau de l'Europe, et en particulier au niveau de l'Europe de l'Ouest, chez nous, en France par exemple, où le déficit hydrique s'installe de façon inquiétante, très inquiétante dans certaines régions. Alors c'est pas encore vrai partout, sur tout le territoire, mais sur le sud de Paris, par exemple, eh bien, on commence effectivement à s'inquiéter sur l'impact de ce déficit hydrique sur les conditions de culture et sur le potentiel, bien entendu, de production. Et puis il y a d'autres mauvaises nouvelles sur le sud ou plutôt le nord de l'Afrique, avec le Maroc par exemple, qui subit également des conditions de culture très 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 sèches, et on pense que la production devrait avoisiner ou baisser plutôt de 50% par rapport à la récolte 2021, qui était plutôt une bonne récolte. Donc une situation très mitigée, encore une fois, sauf en Russie, la Russie profitant finalement du réchauffement climatique, à la différence de d'autres pays, d'autres zones où le réchauffement climatique a effectivement des impacts un peu plus négatifs, comme l'Europe de l'Ouest, avec effectivement cette période de déficit hydrique particulièrement importante. Alors en matière de production, de potentiel de production, alors on va être très prudent avec les chiffres, hein, mais on commence à avoir quelques indications en fait sur les potentiels de production zone par zone. Je reviens sur la Russie, dont encore une fois les conditions à aujourd'hui sont excellentes. On estime, plusieurs organismes estiment que la production devrait avoisiner les 84 millions de tonnes, mais des organismes russes estiment, elles, à la connaissance et à la vision, donc encore une fois de ces très très bonnes conditions de culture, que la récolte pourrait atteindre 87 voire 88 millions de tonnes, ce qui devrait, si c'était le cas, avérer leur meilleure récolte de blé qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et puis d'autres zones, encore une fois, où c'est un peu plus compliqué, avec l'Europe où les surfaces avaient plutôt eu tendance à baisser, et avec, encore une fois, un risque de potentiel de rendement revu à la baisse en raison du déficit hydrique. Donc on va rester prudent. Vous avez aussi une zone, l'Inde, qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, hein. L'Inde, en fait, qui subit également une sécheresse et des grosses chaleurs, revoit à la baisse sa production, et ce qui explique et ce qui a obligé finalement le gouvernement indien à stopper les exportations depuis lundi, rappelez-vous, et les prix lundi ont fait un bond phénoménal de 20 € en une seule journée, à la seule raison en lien avec cette information qui est que l'Inde stoppe ses exportations pour se prévaloir, je dirais, d'une production revue en baisse et d'assurer la sécurité alimentaire de l'Inde en particulier. Donc des situations un petit peu chaotiques, une offre qui probablement sera un petit peu compliquée, et ça, bien entendu, ça vient alimenter les prix. Un tout petit zoom sur les perspectives en blé dur, parce que je sais que la Grèce est un grand pays producteur de blé dur, pour évoquer également le fait qu'on est plutôt également sur une perspective de production, donc 2022-2023, donc une production 2022, avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles, avec une forte baisse en prévision de la production au Maroc, en lien probablement, bien entendu, avec le déficit hydrique et la sécheresse que le Maroc connaît déjà depuis plusieurs mois, probablement le retour du Canada, mais on va être extrêmement interrogatif quand même sur le potentiel de production au Canada, parce que le Canada aussi connaît une période sèche et l'humidité des sols est pratiquement au même niveau que l'année dernière. Et rappelez-vous, l'année dernière, récolte 2021, la production de blé dur a été particulièrement mauvaise parce que, encore une fois, les conditions climatiques n'étaient pas là. Alors, pour le moment, les prévisions restent plutôt optimistes, mais gros point d'interrogation quand même sur la situation au Canada. Et puis l'Europe qui devrait finalement
mais on va aussi rester avec ce point d'interrogation parce que ce déficit hydrique actuel pourrait pénaliser le potentiel de production, et en particulier chez nous, en Italie, peut-être un petit peu moins chez vous, en Grèce, mais voilà, au niveau, on ne s'attend pas à ce que la production augmente, d'autant plus que les surfaces avaient plutôt tendance à se stabiliser et pas forcément, bien entendu, à augmenter. Et la conséquence de tout ça, parce que la campagne 2021-2022, qui va bientôt se terminer, était particulièrement déficitaire, ce qui explique les niveaux de prix particulièrement importants, aux raisons, et surtout parce que le Canada avait vraiment connu une très très faible production, eh bien, ce sont les stocks, le niveau des stocks qui sont particulièrement bas quand on regarde la situation des trois pays et des principaux zones de pays exportateurs que sont les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Quand on compare ce niveau des stocks par rapport aux précédentes années, eh bien, on est vraiment sur des niveaux particulièrement bas, et donc ce qui vient, encore une fois, tendre encore un petit peu plus le marché, probablement, y compris par rapport à la future récolte 2022 qui s'annonce. Un tout petit zoom avant de conclure sur ce qui se passe en Ukraine, parce que donc vous savez que le poids de l'Ukraine en matière d'exportation, notamment de blé, mais également de maïs, mais également de tournesol, dont l'Ukraine est un grand pays producteur et exportateur, et bien au regard encore une fois du conflit, et bien on s'attend en termes de prévision, et là on va aussi être mesuré dans nos propos parce que on n'a pas forcément toutes les informations pour nous permettre de dire cela, mais pour le moment, le gouvernement ukrainien estime qu'il devrait y avoir pratiquement moins 40% de production par rapport à la récolte 2021, ce qui est quand même particulièrement important. Donc ça concerne le blé, bien entendu, sur le maïs, dont la difficulté aujourd'hui de semer correctement le maïs, parce que les exploitations agricoles ukrainiennes ne disposent pas forcément des semences en quantité, ne disposent pas forcément de carburant ou de stock de carburant, et donc il va falloir mesurer ce qui sera utilisé pour semer les cultures de printemps, mais en garder un petit peu pour prévoir les futures récoltes. Donc il y a un sujet carburant, et puis bien entendu une grande baisse de production prévisible sur le tournesol de façon importante. Alors en conclusion, vous l'avez bien compris, les perspectives 2022-2023 dans le contexte dans lequel nous nous trouvons sont quand même particulièrement difficiles à apprécier. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qui fait prévaloir aujourd'hui les inquiétudes, c'est le climat, justement avant les récoltes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va rester probablement sur les deux, la prochaine récolte et la récolte 2023, sur des fondamentaux particulièrement tendus, et donc le maintien probablement de niveaux de prix élevés et surtout d'une forte volatilité de ces prix, et donc la nécessité pour les opérateurs d'essayer de trouver des solutions pour se couvrir, pour gérer au mieux ce risque prix qui est quand même que nous vivons déjà depuis maintenant 2 ans, depuis finalement la pandémie. Depuis la pandémie, les prix ont commencé à augmenter et la volatilité des prix a été particulièrement forte. Donc tout ça est pour finir que effectivement il n'y a pas de place aujourd'hui pour un accident climatique, parce que si c'était le cas avéré, ce qui est encore dans le domaine du possible d'ici la récolte, eh bien là, les tensions pourraient être extrêmes et on pourrait revenir finalement une crise alimentaire majeure à l'échelle mondiale, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais allez, soyons optimistes, imaginons que cet accident climatique n'ait pas lieu. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Jean-Louis, je te laisse peut-être la parole par rapport à cette notion de gestion de risque prix, peut-être. Merci Xavier, bonjour Bruno, bonjour à tous. Donc, je travaille pour une filiale du groupe Crédit Agricole qui est tout simplement, et je suis en charge tout simplement du développement de l'activité sur les marchés à terme. Donc je vais utiliser un document qui m'a été fourni par Euronext, par le Matif, de manière à vous présenter un certain nombre de notions, et je vais aller très vite et je répondrai plutôt à vos questions. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que
le Matif est le premier marché financier mondial pour le blé. C'est un point qui est important et c'est récent. La deuxième chose, c'est qu'il est incontournable en fait pour tous les opérateurs de la filière qui ont besoin de travailler sur même les marchés physiques du blé. Nous ne faisons plus de transactions dans la filière agricole française sans faire référence à ce marché financier. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, on va prendre l'exemple de ce qui se traite tous les jours, hein, en moyenne à l'heure actuelle, sur l'année 21 et bien sûr encore plus à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on traite 3 millions de tonnes de blé sur le Matif tous les jours et on traite un demi-million de tonnes de colza sur le Matif également tous les jours. Donc il est vrai qu'il y a eu des volumes qui ont accéléré depuis 2021, mais ça reste une liquidité qui est très intéressante, très utile pour tous les opérateurs qui ont besoin de se couvrir à l'heure actuelle. Le Matif, comme vous pouvez le voir depuis 2010 à 2021, en basculant sur on va dire le camembert de droite, est devenu le premier marché à terme financier donc mondial avec 41% de part de marché. Alors pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Pourquoi il est autant utilisé? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose, c'est qu'évidemment, le sous-jacent est là. C'est-à-dire que la zone Europe, le continent européen, est une très grande zone de production mondiale pour le blé. Et le deuxième point qui est majeur, c'est que tout le monde dans la filière française, utilise aujourd'hui le Matif comme référence. Et pour la plupart d'entre eux, ils utilisent tous également le Matif pour se couvrir. Dans le contexte de marché actuel, l'utilisation du Matif, elle est non seulement nécessaire, mais elle est même vitale. C'est-à-dire que les organismes stockeurs, les collecteurs de marchandises, ne peuvent pas s'engager avant une récolte à proposer un prix à un agriculteur sans se couvrir à l'avance. Et le Matif est très intéressant à ce sujet, puisqu'il permet de se couvrir même 2 ans à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur, au travers par exemple de son OS, qui aurait envie de se couvrir sur ses futurs revenus sur le blé dans 1 an ou dans 2 ans, parce qu'il achète des engrais, des phytosanitaires ou autres, il peut sécuriser une partie de son prix de revient sur des périodes comme celle-là. C'est la raison pour laquelle, depuis environ 1 an, nous constatons que de plus en plus d'opérateurs se couvrent en vendant sur le marché à terme pour des périodes longtemps à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut se couvrir aujourd'hui pour une récolte qui n'est pas encore réalisée à un prix de 400 €, puisque c'est le prix du blé sur le Matif sur le mois de septembre. Donc c'est quand même particulièrement intéressant, c'est historiquement remarquable, je dirais, mais c'est très bien. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, Xavier a évoqué les financiers qui étaient présents sur ce marché aujourd'hui. Pour qu'il y ait des financiers, il faut qu'ils apportent de la liquidité, il faut qu'il y ait à la base des opérateurs de la filière agricole. Les opérateurs de la filière agricole qui viennent sur ce marché s'inscrivent dans une logique de couverture. Et il est essentiel, 1, de ne pas l'oublier, et 2, de en permanence rapprocher la position de couverture de la position physique. Je viens de donner un petit exemple rapidement tout à l'heure. Un agriculteur qui a besoin de se couvrir avant la récolte de juillet, comme elle aura lieu en France, juillet-août en fonction des régions, il va tout simplement aller sur le marché à terme pour se couvrir, pour vendre, que ce soit en direct ou par l'intermédiaire de son organisme stockeur. Mais dans tous les cas, cette opération, elle doit être cohérente avec la récolte qu'il va faire. Donc, ce marché à terme est utilisé par tout le monde. Ceux qui l'utilisent le plus aujourd'hui sur les durées les plus longues sont bien sûr les OS, les organismes stockeurs aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire en complément, c'est que KCIS, aujourd'hui, au nom du Crédit Agricole, est un leader en France et même au niveau européen, et nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, ήταν 2 σημαντικοί άνθρωποι, 2 αναλυτές της Credit Agricole, άνθρωποι που παρακολουθούν καθημερινά στενά και από κοντά τις αγορές εμπορευμάτων στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Μια τράπεζα που βοηθάει πολύ τους αγρότες στη Γαλλία για να εξελίξουν την προσπάθειά τους. Ήταν λοιπόν ο Xavier Casedan και ο Jean-Louis Berger-Touron,
Έτσι, οι δύο άνθρωποι που μας έδωσαν μια πρώτη εικόνα, μια συνολική θα έλεγα εικόνα για το πώς κινούνται οι αγορές σε όλο τον κόσμο, εμπροκειμένου βέβαια στα σιτηρά, και βεβαίως το πώς αυτή η ισορροπία παραγωγής σε όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με την ζήτηση που παραμένει υψηλή, επηρεάζουν τις τελικές τιμές των προϊόντων και βεβαίως τις χρηματιστηριακές τιμές στις προθεσμιακές αγορές, τις οποίες οι άνθρωποι παρακολουθούν και επεξεργάζονται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μαζί μας. Ναι, να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε τους αγαπητούς αναλυτές της Crédit Agricole. Να πούμε πρώτα ένα γεια στον Xavier Casadan και θα παρακαλούσα πολύ να έχω μια εικόνα, να έχουμε μια εικόνα μάλλον πριν κάνουμε την ανακεφαλαίωση. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα ότι πέρσι, τη χρονιά που πέρασε δηλαδή, είχαμε καλύτερα αποθέματα από ό,τι φέτος, αλλά πολύ δύσκολες και χαμηλές παραγωγές σε αρκετές χώρες και κυρίως στον Καναδά, ενώ φέτος έχουμε σχεδόν ελάχιστα αποθέματα, μηδενικά θα μπορούσε να πει κανείς αποθέματα, αλλά οι παραγωγές εξελίσσονται λίγο καλύτερα. Xavier? Alors, bonjour à nos deux analystes du Crédit Agricole. Première question pour Xavier Casadan. Alors que l'année précédente, on avait plutôt des stocks meilleurs, mais la production était un peu plus basse. Cette année-ci, pratiquement on n'a pas de stock, mais la production paraît être un peu meilleure. Un premier commentaire sur cela? Alors bonjour à tous. En effet, avant le conflit, les stocks étaient quand même plutôt en baisse concernant les principales matières premières agricoles comme le blé. Et avec la récolte 2021 et le conflit qui s'en est suivi, et l'absence en fait sur une courte période de l'Ukraine et de la Russie en matière d'exportation a généré effectivement des vives tensions sur le marché et se traduisant par une forte augmentation des prix. Ναι, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι πριν από την σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα στόκ, τα αποθέματα βρισκόταν ήδη σε πτώση όσον αφορά συγκεκριμένα το σιτάρι. Όταν ακολούθησε η εισοδιά του 2021 και βεβαίως ξεκίνησε και η σύραξη στην Ουκρανία, αυτό οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις όσον αφορά τις διεθνείς αγορές και τις τιμές των προϊόντων. Επομένως, αν θέλουμε να ζυγίσουμε σήμερα τα πράγματα, είμαστε σε καλύτερη ή σε πλεονεκτικότερη ή σε χειρότερη θέση από ό,τι ήμασταν πέρσι την ίδια εποχή? Ceci veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation meilleure ou plutôt pire par rapport à la période précédente? C'est compliqué d'apporter vraiment des certitudes parce que nous sommes à la veille d'une future récolte, la récolte 2022, et que pour le moment, sur un certain nombre de bassins de production, les conditions climatiques sont quand même compliquées. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με βεβαιότητες. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο της χρονιάς βρισκόμαστε πριν από την εισοδιά του 2022 και οι κλιματικές συνθήκες διαμορφώνονται επίσης με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές περιοχές. Par exemple, en Europe, comme vous le savez, et notamment l'Europe de l'Ouest, nous connaissons actuellement un déficit hydrique
une sécheresse qui commence à inquiéter et avoir des répercussions négatives sur le potentiel de rendement. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Δυτική Ευρώπη υπάρχει αυτό που αναφέραμε και πριν, ένα είδος έτσι υδατικού ελλείμματος και αυτό προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την απόδοση των καλλιεργειών για την επερχόμενη σοδιά. Et on a la même situation aux États-Unis. Και παρόμοια κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν αφήναμε για λίγο στην άκρη την κλιματική αλλαγή, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε περαιτέρω τον καιρό. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή με βάση τη σημερινή εικόνα των αγορών? Et si l'on laisse pour un instant le changement climatique de côté, qu'est-ce qui vous inquiète à part ça sur la situation actuelle? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement inquiétantes. C'est déjà la perspective ou non d'un règlement rapide du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un sujet quand même important. Le deuxième, c'est que les niveaux de prix sont quand même particulièrement élevés. Nous sommes dans une situation inédite en termes de prix, et que cette situation pose beaucoup de problèmes pour d'autres filières agricoles, comme les filières d'élevage par exemple, avec une augmentation significative du coût de l'alimentation du bétail. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία βεβαίως προκαλούν ανησυχία αυτή τη στιγμή. Καταρχάς ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη προοπτική για το πότε μπορεί να λήξει η σύραξη στην Ουκρανία, η σύγκρουση δηλαδή της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι τα επίπεδα των τιμών αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά υψηλά. Είναι πρωτόγνωρες οι τιμές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές και αυτό βεβαίως έχει αρνητικές επιπτώσεις και για άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα τον κλάδο της κτηνοτροφίας, όπου και εκεί οι τιμές αναγκαστικά πιέζονται προς τα πάνω. Merci beaucoup, Xavier. Jean-Louis, να μιλήσουμε λίγο τώρα για τιμές. Είδαμε, καταλάβαμε περίπου την εικόνα της παραγωγής αυτών των προϊόντων στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Δώσατε ήδη μία τιμή, ήταν τα 40 ευρώ ο τόνος και αν δεν κάνω λάθος είναι η τιμή για το μαλακό σιτάρι που το λέμε εμείς στην Ελλάδα. Τι άλλο έχουμε υπόψη μας σε αυτή τη φάση και δώστε μας και μια καλύτερη εικόνα για το σκληρό που ενδιαφέρει περισσότερο την Ελλάδα. Είπατε 40 ευρώ τόνος ή 400? 400 ευρώ τόνος, συγγνώμη, ναι. Et alors Jean-Louis, question pour Jean-Louis, parlons un peu plus des prix. Après avoir vu quelle est la situation de la production autour du globe, vous avez parlé d'un prix de 400 € par tonne pour les deux catégories du blé. Parlez-nous plutôt des prix prévus pour le blé dur. Xavier, je vais laisser Xavier répondre sur le blé dur parce que c'est l'expert blé dur également. Je reprendrai la suite après. Θα αφήσω τον Xavier να απαντήσει, αν ακούσαμε καλά από τον Jean-Louis. Oui, le niveau du prix du blé dur effectivement est élevé en raison, encore une fois, d'une récolte 2021 catastrophique au Canada. Et le Canada étant le principal pays producteur et exportateur, eh bien l'absence de la production a vraiment considérablement gêné les échanges, au point qu'un certain nombre de pays, en respect de la réglementation, ont davantage privilégié d'utiliser du blé tendre que du blé dur pour la fabrication de pâtes alimentaires, par exemple.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι τιμές του σκληρού σίτου αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά υψηλές, όπως αναφέραμε πριν. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της καταστροφικής κατάστασης που διαμορφώθηκε πρόσφατα στον Καναδά, όσον αφορά δηλαδή την πολύ χαμηλή παραγωγή εκεί. Αυτό βεβαίως έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις παγκόσμιες ανταλλαγές στον κλάδο του σίτου, δεδομένου ότι κυρίως για την παραγωγή των ζυμαρικών οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν το σκληρό σιτάρι. Alors, et enfin, pour la récolte 2022, en perspective, on peut penser que finalement les prix devraient logiquement rester quand même à des niveaux élevés, car en termes de conditions climatiques au Canada, c'est encore un petit peu compliqué avec de la sécheresse. Et surtout, c'est qu'on démarre une nouvelle campagne avec des stocks qui sont particulièrement bas chez les principaux pays exportateurs. Et donc, en début de campagne liée à cette récolte 2022, on devrait avoir encore des niveaux de prix plutôt élevés, a priori autour de ceux que nous connaissons actuellement. Ναι, καθώς η εισοδιά του 2022 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή αναμένεται ότι λογικά οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, κυρίως λόγω της κατάστασης που αναφέραμε και πριν, δηλαδή της ξηρασίας στον Καναδά, και βεβαίως με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα στόκ αυτή τη στιγμή από θέματα παγκοσμίως στις περισσότερες χώρες είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αυτό αναμένεται βεβαίως να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν δούμε τώρα το τι έγινε τον τελευταίο χρόνο, τι είναι αυτό που πατάει σε θεμελιώδη στοιχεία των αγορών και τι είναι αυτό που αποτέλεσε αυτό που λέμε παιχνίδι των funds που επενδύουν στις προθεσμιακές αγορές αυτών των προϊόντων. Si l'on considère la situation comme elle a été pendant l'année dernière, quel est, selon vous, qu'est-ce qui explique selon vous la situation par rapport au possible jeu des fonds spéculatifs qui entrent dans ce domaine et qu'est-ce qui est expliqué par les fondamentaux du secteur? Alors, en fait, il y a deux types de fonds spéculatifs qui interviennent sur les marchés à terme. Il y en a qui sont dans des logiques, une première partie dans des logiques d'investissement à long terme, notamment pour se placer sur des actifs dont le prix va monter à cause de l'inflation. Et il y a un deuxième type d'opérateur spéculatif qui intervient dans une logique de jouer des petits mouvements de tendance. Donc le premier groupe, c'est pour jouer des longs mouvements, des mouvements profonds en période d'inflation. Le deuxième type d'opérateur, c'est pour jouer les tendances et qui sont plus présents quand ça monte que quand ça baisse. Ναι, βασικά έχουμε δύο τύπους κερδοσκοπικών ταμείων που εμπλέκονται σε αυτόν τον κλάδο. Ο δεύτερος τύπος αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, ταμείων αμοιβαίων κεφαλαίων, ενδιαφέρονται περισσότερο και παρακολουθούν από πιο κοντά τις τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές. En complément, ce que je voulais dire, c'est que le MATIF et les marchés à terme n'ont jamais été autant utilisés qu'aujourd'hui par les opérateurs de la filière agricole, mais ils n'ont jamais été aussi autant utilisés par les financiers. Donc les deux types d'opérateurs sont très très présents sur les marchés à terme aujourd'hui. Και επίσης όσον αφορά το ΜΑΤΙΦ, το χρηματιστήριο των προϊόντων αυτών που αναφέρθηκε και πριν, ήθελα να πω ότι ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τόσο εντατικά από όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο και από αυτά τα κερδοσκοπικά κεφάλαια επίσης. Να υποθέσω ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε μια απότομη πτώση των αγορών, αν δεν είναι μόνο τα θεμελιώδη αυτά που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση. Est-ce que l'implication de ces fonds pourrait peut-être dans l'avenir mener à une baisse des prix s'ils sortent de ces marchés, par exemple?
c'est-à-dire à part les fondamentaux du secteur? Alors, il est évident que ces opérateurs sont très réactifs. Donc, tant qu'il y aura des possibilités d'inflation, les investisseurs à long terme financiers vont rester sur ce marché. C'est le cas à l'heure actuelle, c'est ce qu'on prévoit pour les mois qui viennent. Pour ce qui est des opérateurs beaucoup plus actifs, agressifs sur le marché, qui achètent et qui vendent régulièrement, où ils peuvent sortir à tout moment ou réduire leur position à tout moment. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous très acheteurs. Donc, c'est un des freins à la hausse des cours. C'est-à-dire que, comme ils sont très acheteurs, on est plus sensible à une baisse éventuelle, à un retrait éventuel, qu'à de nouveaux investissements supplémentaires dans le sens de la hausse. Ναι, συγκεκριμένα αυτά τα funds χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό βαθμό αντίδρασης όσον αφορά τις εξελίξεις στις αγορές. Σε συνάρτηση λοιπόν με άλλες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ο πληθωρισμός κτλ., η κίνηση του πληθωρισμού, ενδεχομένως κάποια από αυτά, τα περισσότερο επιθετικά θα λέγαμε, θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν αυτό τον τομέα της αγοράς πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απότομα, ενώ κάποια άλλα τα οποία προσβλέπουν σε μια περισσότερο μακροπρόθεσμη κατάσταση και ενδεχομένως σε κέρδη, πιθανότατα θα μείνουν. Αυτή τη στιγμή πάντως, στο συγκεκριμένο κλάδο, όλα τα funds που δραστηριοποιούνται βρίσκονται σε μια υψηλή αγοραστική δραστηριότητα. Ωραία. Και για να κλείσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, merci beaucoup. Μια τελευταία ερώτηση. Αν θέλουμε να μιλάμε για ορίζοντα, φεύγοντας από το σήμερα, πότε βλέπετε να ξεδιαλύνει σιγά σιγά η κατάσταση? Je vous remercie pour vos réponses. Dernière question, si l'on parle un peu d'horizon, d'avenir, quand pensez-vous que la situation pourrait se stabiliser dans l'avenir? C'est une question aujourd'hui qui est difficile à répondre, tant les éléments divers et variés sont compliqués à interpréter. Le climat, encore une fois, la situation géopolitique. On pense que la récolte 2022 et la récolte 2023 risquent d'être effectivement, nous risquons d'être dans un environnement plutôt perturbé. Donc la stabilisation que vous évoquez, à notre avis, c'est pas avant 1 voire 2 ans, au regard encore une fois des tensions que nous connaissons aujourd'hui. Ναι, η ερώτηση αυτή βεβαίως δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθεί στο συγκεκριμένο σημερινό πλαίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που επηρεάζουν τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο, όπως αναφέραμε, το κλίμα βεβαίως, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εισοδιές για το 2022 και για το 2023 αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την τρέχουσα κατάσταση, από τα τρέχοντα στοιχεία, οπότε αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο είδος σταθεροποίησης, αυτό εγώ δεν θα το έβλεπα πριν από 1 έως 2 χρόνια από τώρα. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επωφεληθώ της ευκαιρίας και της συζήτησης που κάναμε να σας καλέσω το Δεκέμβριο στην Ελλάδα, που θα κάνουμε το μεγάλο συνέδριο της Αγκρέντα και του αγρότη της χρονιάς, έτσι ώστε να μας δώσετε και τότε το απάβγασμα της εμπειρίας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oui, à cette occasion, j'aimerais vous inviter à notre grand congrès ou conférence qui aura lieu en décembre, celui d'Agrenda. Je vous invite à participer à cette conférence et à apporter vous aussi vos excellentes connaissances sur ce domaine. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Ευχαριστώς. Au revoir. Λοιπόν, νομίζω ότι γίναμε πραγματικά σοφότεροι και νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τόσο στενά τα πράγματα πάντα έχουν να μας δώσουν ιδέες, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Κρατάμε ο καθένας αυτά που μπορεί να αντιληφθεί από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση και βεβαίως θα ξαναπάμε στον Βισέν Μπερνάρ να δούμε λίγο τώρα, Βισέν, πώς παντρεύεται αυτή η εικόνα της αγοράς με τα προϊόντα που εσείς διαχειρίζεστε. Έχω μια εντύπωση πάντως ότι αυτόν τον καιρό οι παραγωγοί, οι αγρότες πάνε πλάι-πλάι με τις εταιρείες των εισρωών. Ο ένας βοηθάει τον άλλον ή θα έλεγα τουλάχιστον ότι οι εταιρείες χαίρονται ιδιαίτερα που οι αγρότες μπορούν και ανταποκρίνονται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Et dans ce contexte, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les agriculteurs travaillent de façon très intensive avec tout près des compagnies qui leur fournissent des agrofournitures. Est-ce que cela est vrai? Oh. Merci beaucoup à tout le monde aujourd'hui pour cette belle journée d'information. Merci à Bruno et Dimitris qui m'accompagnent depuis une dizaine d'années sur le développement de nos sociétés. Effectivement, l'agriculture se professionnalise toujours très fort, très vite. Et moi qui ai eu l'occasion de connaître la Grèce il y a 20 ans, que je connais toujours d'ailleurs, j'ai bien vu de grosses évolutions dans les pratiques agricoles. Et je pense aussi que l'Agrenda que je reçois tous les vendredis sur mon bureau, que je feuillette en gros parce que j'ai aussi d'autres sources de lecture, mais Agrenda aussi fait beaucoup pour l'information et l'éducation des jeunes agriculteurs et des agronomes est très importante. Ναι, πραγματικά θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου προς τον Μπρούνο και τον Δημήτρη, οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και με έχουν συνοδεύσει στο έργο μου όλα αυτά τα αρκετά τελευταία χρόνια, προκειμένου να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την δική μας εταιρεία και στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι στον κλάδο της γεωργίας τα πράγματα, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, έχουν γίνει πολύ πιο επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Εγώ έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα, 20 χρόνια ήδη, έχω δει να συμβαίνουν, να συντελούνται πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και πολύ μεγάλη εξέλιξη. Κάθε εβδομάδα λαμβάνω και διαβάζω την Αγκρέντα όσο μπορώ, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος μου και μαθαίνω και από εκεί τι συμβαίνει στο επίπεδο του αγροτικού κλάδου και βεβαίως σημαντικά έχει βελτιωθεί και η εκπαίδευση των ανθρώπων που ασχολούνται με την γεωργία, όχι μόνο των επαγγελματιών, αγρονόμων κτλ, αλλά και των ίδιων των γεωργών. Και κάτι τελευταίο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή την ιδιότυπη έτσι και ρευστή περίοδο την οποία διανύουμε, ότι αυτή η σχέση των αγροτών με τις εταιρείες των εισρωών και την εταιρεία λιπασμάτων που εσείς διαχειρίζετε θα μπορέσει να εξελιχθεί ισορροπημένα τουλάχιστον για τη μεγάλη γκάμα των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα. Et dans ce contexte, cette relation privilégiée entre agriculteurs et les compagnies des agrofournitures comme la vôtre, cette relation, est-ce qu'elle peut évoluer, à votre avis, de façon encore plus équilibrée dans les années à venir? Alors, pour parler de notre société, nous sommes en Grèce et dans les Balkans le premier employeur d'ingénieurs agronomes et de techniciens agricoles après les ministères de l'Agriculture. Donc notre stratégie a toujours été de privilégier le contact, le conseil agronomique, et notamment en nutrition des plantes et un peu en nutrition animale, le conseil direct à nos clients agriculteurs.
Ναι, συγκεκριμένα η δική μας εταιρεία με την παρουσία της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια απασχολεί αυτή τη στιγμή τους περισσότερους εξειδικευμένους επαγγελματίες στον κλάδο της γεωργίας μετά το ελληνικό αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας. Και βεβαίως δεν σταματάμε ποτέ να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση των αγροτών με εμάς, με τη δική μας εταιρεία, φροντίζοντας να τους κρατάμε ενήμερους και να τους παρέχουμε όσες συμβουλές, όσο περισσότερες συμβουλές μπορούμε για την δραστηριότητά τους. J'en profite pour dire que nous avons développé, donc avec Bruno et puis et d'autres collègues, une équipe de 140 personnes en Ukraine, voilà, depuis les années 2013. Et bien sûr, au premier lieu, notre société est restée présente sur le terrain en Ukraine. Nos agronomes sont tous en bonne santé, on va dire, et ils travaillent, ils sont sortis des zones de guerre pour travailler dans les zones où on peut travailler un petit peu. Voilà. Και βεβαίως δράτω με τις ευκαιρίες για να θυμίσω ότι μαζί με τον Μπρούνο, σε συνεργασία μαζί του και με άλλους ανθρώπους της εταιρείας, δημιουργήσαμε ήδη από το 2013 μία ομάδα 45 ανθρώπων εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της γεωργίας, στην Ουκρανία συγκεκριμένα. Οπότε η παρουσία μας και στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μας εκεί έχουν φύγει από τις εμπόλεμες ζώνες και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό όσον αφορά την παραγωγή στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Et pour donner un autre exemple, dans les années 2005, nous avons accompagné le développement de la culture du colza dans les Balkans. Et nous sommes devenus la société qui avait 25% de la fertilisation des surfaces de colza dans les Balkans. Par la suite, nous sommes devenus aussi, nous fertilisons à peu près 15% des blés aussi dans les Balkans, hein, donc Grèce incluse. Hein, donc nous avons accompagné les agriculteurs dans le développement de nouvelles cultures qui étaient à l'époque l'Eocrambi. Voilà. Και επίσης, ένα άλλο παράδειγμα, ήδη από το 2005 ξεκινήσαμε να βοηθάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλκανικής. Συμμετείχαμε λοιπόν σε ποσοστό 25% στην προσπάθεια ανάπτυξης αυτών των καλλιεργειών και αντιστοίχως 15% όσον αφορά το σιτάρι συνολικά στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Quand je suis arrivé en Grèce et qu'on parlait du tournesol, on me disait toujours c'est une culture pauvre, il ne faut pas fertiliser, il n'y a rien à faire. Et όταν είχα φτάσει στην Ελλάδα και μιλούσα στους ανθρώπους για την καλλιέργεια του ηλιόσπορου, του ηλιοτρόπιου, οι άνθρωποι αντιδρούσαν μάλλον αρνητικά και μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτόν τον κλάδο. Et aujourd'hui, notre expérience chez Lida Timac Agro, grâce à l'Ukraine, mais aussi grâce à la Grèce, aujourd'hui le tournesol est une des grandes cultures que nous fertilisons également avec environ 15% des surfaces qui sont des surfaces avec les produits de notre société et les conseils de notre société. Ce qui est important, c'est le produit, mais surtout le conseil, parce que c'est facile de mettre des engrais, de copier le voisin, c'est moins facile de calculer et d'avoir un engrais très efficace. Voilà. Και επίσης, εν τέλει σήμερα, μετά από το έργο που επιτελέσαμε στην Timac Agro Lida, αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντικότατες καλλιέργειες ηλιοτρόπιου και στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, 15% των εκτάσεων όπου καλλιεργούνται ηλιοτρόπια οφείλονται ουσιαστικά στη δική μας δραστηριοποίηση. Και βεβαίως το θέμα δεν είναι μόνο να είσαι σε θέση να παρέχεις προϊόντα για την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας, πρέπει να είσαι εκεί για να παρέχεις και τις σχετικές συμβουλές, προκειμένου αυτά τα προϊόντα να μπορούν να αποδειχθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στο χωράφι. Και μια τελευταία ερώτηση. Παρακολουθείτε πολλά χρόνια την αγορά των αγροτικών προϊόντων
και έχετε τεράστια εμπειρία. Με ποια περίοδο μοιάζει αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα και τι προϊονίζει για σας το μέλλον? Vous avez déjà une très longue expérience dans ce secteur, vous avez passé plusieurs années en travaillant dans ce secteur. Est-ce que cette période que nous traversons aujourd'hui vous rappelle une autre période que vous avez vécue par le passé? Et quelles seraient vos prévisions pour l'avenir? Très bonne question. Alors, l'avantage quand on a une longue carrière, c'est qu'on a connu des gens qui avaient eu aussi une longue carrière. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να έχει κανείς πίσω του μία αρκετά μακρά σταδιοδρομία είναι ότι έχει συναντήσει και έχει συνεργαστεί και με άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοια μακρά εμπειρία και σταδιοδρομία. Alors, dans la période, on va dire, récente, il y a eu la crise de 73. Ensuite, je dirais, il y a eu plutôt 2008, 2009. Hein, et puis, il y a maintenant. Donc, voilà les trois crises importantes. Crise de l'énergie de 73, avec notamment le phosphate qui est devenu très très cher à l'époque, et bien sûr le pétrole, hein, c'était en 73. Ensuite, 2008, tout est allé très haut, hein, le prix de l'énergie, le prix des engrais, le prix des céréales, le prix du maïs, le prix du colza, c'est allé très très haut aussi. Et maintenant, alors maintenant c'est encore plus compliqué, et je vais le dire, vous allez traduire et je vais le dire pourquoi. Ναι, με βάση τη δική μου εμπειρία μπορώ να αναφερθώ σε τρεις περίοδους κρίσεων ή μάλλον δύο ακόμα που προσυδειάζουν με την σημερινή. Θα αναφερθώ λοιπόν στην κρίση, την ενεργειακή κρίση του 1973, όταν η απότομη εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου έφερε ψηλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, μεταξύ αυτών και η ποτάσα, που ενδιαφέρει εμάς. Μετά θα ήθελα να αναφέρω την κρίση της περίοδου 2008-2009, όπου και πάλι όλες οι τιμές εκτινέρθηκαν απότομα προς τα πάνω, οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές των δημητριακών και οι τιμές των ίδιων των λιπασμάτων. Και βεβαίως φτάνουμε και στη σημερινή παρόμοια περίοδο κρίσης, όπου τα πάντα δείχνουν να είναι τώρα αρκετά περίπλοκα. Alors maintenant nous sortons de la période Covid, où il y a eu beaucoup de changements et de ralentissements industriels. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε από την περίοδο του COVID, της πανδημίας σε COVID, όπου συντελέστηκαν πολλές αλλαγές και αρκετά σημαντική επιβράδυνση όσον αφορά την βιομηχανική δραστηριότητα. Et donc déjà, c'était bien décrit par nos collègues du Crédit Agricole et de Casseis, déjà avant la guerre, les prix en général, dus à la reprise après Covid, les prix étaient remontés à des niveaux très élevés, que ce soit, vous l'avez entendu, le bois, les métaux et bien sûr les produits alimentaires. Και βεβαίως, όπως ανέφεραν και περιέγραψαν και οι δύο αναλυτές της Crédit Agricole, ήδη πριν από τον πόλεμο και λόγω της κατάστασης της πανδημίας, οι τιμές είχαν ανέβει σημαντικά σε πάρα πολλούς κλάδους, για παράδειγμα στον κλάδο της ξυλίας, στον κλάδο των μετάλλων και βεβαίως των ίδιων των αγροτικών προϊόντων. Et puis tout d'un coup, la Biélorussie a décidé de détourner un avion et ensuite Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Voilà. Και ξαφνικά προβλήματα με την Λευκορωσία και την Ρωσία. Γνωρίζουμε το συμβάν με το αεροπλάνο στην Λευκορωσία και βεβαίως η απόφαση των Ρώσων να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Tout ça dans un contexte où le monde entier avait décidé de réduire, enfin le monde avait décidé de réduire l'impact carbone, donc de passer du charbon au gaz. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια περίοδο που ο κόσμος είχε ήδη αποφασίσει να περιορίσει το
αποτύπωμα από την χρήση του άνθρακα και να περάσει από τον άνθρακα σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις όπως το φυσικό αέριο. Donc ça s'est créé une nouvelle crise de l'énergie. Et donc cette crise de l'énergie, donc avec la guerre, on a supprimé l'accès aux matières premières, la potasse, le phosphore, le gaz. Hein, n'oublions pas, comme l'a dit Bruno, que le gaz, avec le gaz, on arrive avec l'azote de l'air à faire de l'ammoniac, et l'ammoniac c'est l'azote pour les cultures. Donc tout a été complètement modifié dans un laps de temps très, très court. Και βεβαίως μετά από την πρόσφατη ενεργειακή κρίση και σε συνδυασμό με τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία, κατέστη πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση σε πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε και στον δικό μας κλάδο για την παραγωγή των προϊόντων μας και βεβαίως σημαντική περιορισμή όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου που επίσης χρησιμοποιείται στις διεργασίες των δικών μας βιομηχανιών για την παραγωγή των προϊόντων μας. Όλα αυτά άλλαξαν την κατάσταση σε ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ μικρό. Alors, par rapport à ça, je reste optimiste pour l'agriculture européenne en particulier. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά παραμένω αισιόδοξος, τουλάχιστον όσον αφορά την κατάσταση της γεωργίας στην Ευρώπη. Nous n'avons pas connu les incendies des États-Unis, nous n'avons pas connu la poussière qui est actuellement en Irak et qui bloque complètement l'économie. Nous n'avons pas connu la sécheresse indienne qui est un problème parce qu'il y a 1,4 milliard d'Indiens à nourrir et donc l'Inde a du poids sur les marchés mondiaux, hein, et l'Inde a beaucoup de poids aussi pour les achats d'engrais, de fertilisants. Donc l'Europe, avec son climat tempéré, pour le moment a été épargnée et l'Europe c'est aussi une certaine sécurité car pour finir nous avons une monnaie stable, nous avons une indépendance alimentaire aussi et nous sommes plutôt exportateurs donc, et les prix agricoles actuels qui vont rester à des niveaux élevés permettent aussi à nos agriculteurs qui produisent de se refaire, même si les intrants sont très chers, permettent quand même d'avoir on va dire des marges. Quand on parle des grandes cultures, bien sûr, les éleveurs, c'est plus difficile s'ils doivent acheter toute leur alimentation. Βεβαίως, συγκεκριμένα στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα που εκδηλώθηκαν σε άλλες περιοχές του πλανήτη και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εγώ παραμένω αισιόδοξος, όπως είπα και πριν. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, τις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις ΗΠΑ. Δεν είχαμε το τρέχον πρόβλημα με την σκόνη στο Ιράκ. Και βεβαίως δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της Ινδίας, όπου εκεί έχουν να θρέψουν περισσότερο από 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της Ινδίας στον παγκόσμιο κλάδο της γεωργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η Ευρώπη έχει μείνει μακριά από τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα. Έχει τη δική της σταθερότητα καθώς διαθέτει ένα δικό της σταθερό νόμισμα. Έχει εξασφαλίσει τη δική της διατροφική ανεξαρτησία και βεβαίως παράγουμε και εξάγουμε σημαντικές ποσότητες αγροτικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις δυσκολίες του τρέχοντος πλαισίου, η κατάσταση για τους Ευρωπαίους αγρότες μπορεί να είναι πολύ πιο θετική σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, καθώς υπάρχουν ακόμη περιθώρια τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν. Ενδεχομένως η κατάσταση να είναι λίγο πιο δύσκολη όσον αφορά την κτηνοτροφία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βισέντ Μπενάρ. Ήταν πολύτιμη η
αναφορά του ιδιαίτερα στον ιστορικό χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με γεγονότα που έχουν προηγηθεί στο παρελθόν και να μπορούμε να σταθμίσουμε και το γεγονός ότι αυτοί οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν και πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, merci beaucoup, Vicente. Να πούμε τώρα ότι θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, 1 τετάρτου μονάχα. Να πούμε ακόμα ότι εκτός από εμάς που είμαστε εδώ και παρακολουθούμε και... Μισή ώρα. Οκ, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εκτός από εμάς που είμαστε εδώ, παρακολουθούν την σημερινή συζήτηση διαδικτυακά με live streaming και από το site, να το πω έτσι, της Λίδα, της Τιμάκα Αγρολίδα, αλλά και από το Agronews που είναι συνδεδεμένο με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, να πω επίσης ότι θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη φάση να κάνουμε και συζήτηση και κάποιες ερωτήσεις. Βλέπω, κύριε Φώτη Παπαδόπουλε, ότι δεν κρατιέστε. Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.